Hello mes girls, nouveau vlog. Vraiment, quand je filme pas, les jours où je filme pas me semble une éternité, mais c'est drôle hein. On était hier quoi, je pense que j'ai pas filmé dimanche et lundi. Je crois qu'on est mardi. Vous verrez la date s'afficher, je sais pas, là ou là. Je sais même pas quelle journée. Ok Google, quel jour sommes-nous? Nous sommes le lundi 18 juillet 2022. Ah mais non, on est lundi. Donc je pense que j'ai pas filmé uniquement dimanche. Non, sûrement samedi. Parce que samedi, on est allé à l'équitation avec mon fils. Ah mais si, j'ai filmé à l'équitation, je me rappelle, je vous ai fait quelques images directement à l'écurie. Alors il n'y a que dimanche que j'ai pas filmé et ça me semble que j'ai pas filmé depuis 3 jours. Donc je suis contente de vous retrouver. Voilà, c'est... Je pensais pas que j'y prendrais tant goût à YouTube. Et finalement, voilà. On se retrouve donc parce que j'ai un point de lecture à vous faire. Parce que j'ai enfin fini Erectus. 3 semaines, il m'aura fallu. Voilà. Et j'ai commencé une nouvelle lecture. Parmi mes achats du dernier vlog que vous avez vu. Je vais vous montrer ce que c'est, je vais vous en parler. Et aujourd'hui, j'ai reçu un colis que je ne sais pas ce que c'est. Et 2 livres que j'ai déjà ouverts, vous voyez, qui sont sur le dessus. J'ai déjà ouvert les enveloppes parce que je savais ce que c'était. Donc ça n'a rien à voir ma réaction en vidéo, je savais ce que c'était. Du coup, je vous parlais de quoi en premier? On fait les colis et les réceptions parce que je suis une gamine et que je ne sais pas me retenir, c'est trop... Je l'ai reçu tout à l'heure. Les 2 livres là. Je les ai reçus tout à l'heure, je me suis dit, bon, est-ce que je filme et tout? Oh, j'ai que 2 livres, j'attendrai. Et genre, 1 heure après, FedEx est passé, m'a amené un colis. Et là, vous me connaissez. Vite, vite, je suis allée me maquiller pour filmer. De toute façon, je devais me maquiller parce que, après ce vlog, j'ai plein de réels à filmer. Je dois prendre de l'avance sur tous les concours à venir. En tout cas, tous ceux pour lesquels j'ai déjà reçu les livres. C'est-à-dire les 3 étagères derrière moi. Celle-là, celle-là et celle-là. Tout ça, c'est des livres de concours, il faut que je filme tous les réels. J'aurai peut-être pas le temps de les filmer tous aujourd'hui, mais je vais en filmer un maximum. Voilà, et ça, je vous montrerai effectivement, évidemment, c'est bon, dans aucun sens dans ma phrase. Je vous montrerai en plus les dernières nouveautés Muse, parce que du coup, je vous les ai pas montrées. Parce que j'ai pas filmé samedi soir et j'ai pas filmé dimanche soir. Donc il y a 2 nouveautés que vous n'avez pas vues. Aujourd'hui, je porte le t-shirt que j'avais déballé avec vous, vous vous rappelez, dans un précédent vlog, là, j'avais reçu plein de t-shirts Muse, parce que je me les suis commandés un peu tout d'un coup. Et j'avais reçu notamment celui-là, donc c'est Reading is my thing, donc lire c'est mon truc, avec le Muse derrière en gros et en fleuri. J'aime trop ce modèle, sachant que vous le savez, du coup, il existe en plusieurs coloris. Gris clair, gris anthracite, bleu marine et noir, et à chaque fois la couleur du Muse n'est pas la même ou le motif du Muse n'est pas le même, c'est pas des fleurs sur tous. Donc je vous laisserai aller voir ça sur le site si ça vous intéresse. Voilà, et on a aussi une version brodée de Reading is my thing, très discrète, qui est juste brodée là tout petit en 3 lignes. Ça c'est imprimé, l'autre version est brodée vraiment au centre, là, petit, discret, dans la même police d'écriture. C'est-à-dire que de loin on ne voit même pas ce qui est écrit, il faut vraiment se rapprocher pour arriver à commencer à décrypter l'écriture. Voilà, donc c'est sûr que je vais me déshydrater à la fin de cette vidéo parce que j'avais la clim là et que je l'ai arrêtée pour pas que vous entendiez, pour pas que vous entendiez, ça aurait été horrible. Et par l'instant je me liquéfie parce que c'est le premier jour de grosse chaleur au Canada. Mi-juillet, ça va, c'est bien. Alors, pour les 2 livres que j'ai reçus, j'ai un petit poche et j'ai un grand format. Le premier, c'est Aliénor d'Aquitaine, L'été d'une reine. Alors, je ne sais pas si vous... c'est chez Hauteville et c'est de Elisabeth Chadwick. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais reçu un colis Hauteville pour faire un concours à venir. C'est un grand prix du roman historique 2021. Vous allez pouvoir le gagner. Parce que quand j'avais reçu le colis des éditions Hauteville, il y avait une erreur. En fait, j'avais reçu le tome 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais reçu le tome 3 de cette saga. Et quand j'ai déballé, j'avais dit, oh, tiens, ça m'étonne, vous faire gagner un tome 3, ça va être compliqué, je vais voir avec la maison d'édition. Et effectivement, Hauteville m'a confirmé qu'il s'était juste trompé en le mettant dans le colis. Donc c'est bien le tome 1 que vous allez recevoir. Et du coup, je l'ai enfin reçu pour pouvoir vous le montrer, vous le présenter. Et aussi... ça n'enlève rien, pouvoir l'intégrer dans le réel du concours. C'est quand même mieux que de montrer le tome 3 parce que, bon, on n'aurait pas compris, je pense.
Donc voilà. Aliénor d'Aquitaine, le tome 1, l'été d'une reine. Alors, de quoi ça cause cette histoire? Parce que du coup, on n'avait pas lu le résumé, comme c'était un tome 3, j'avais dit bon, mais je le lis pas, je vais voir à la maison, on s'en reparle. Eh ben, je vous en reparle, voilà. Alors, ça dit, alors là, c'est, je vais vous lire la petite truc qui est entre, je pense que c'est un... Non, je vais juste vous lire ça, peut-être. Alors, jeune, belle et vive d'esprit, Aliénor est promise à un somptueux avenir en tant que future duchesse d'Aquitaine. Mais lorsque son père meurt subitement lors de l'été 1137, elle entre du jour au lendemain dans l'âge adulte. Contrainte d'épouser le jeune prince Louis de France, Aliénor peine à s'accoutumer à son nouveau rôle, tandis qu'ils accèdent tous deux au trône de France. Aliénor devra renoncer à la vie qu'elle a menée jusque-là pour affronter les intrigues de la cour. Je transpire déjà. Les intrigues de la cour, c'est le genre de truc que j'aime bien. J'avais découvert un petit peu ça, les intrigues de cour, dans le premier tome de La Passe Miroir, qui est juste là, qui est ma série préférée ever. Et j'avais vraiment aimé ce truc de... Voyez, ambiance de cour, là, un peu les petites vipères là, j'avais bien aimé. Et donc bon là, on n'est pas du tout dans un monde fantasy du coup, mais ça me tente bien du coup. Et alors ça nous dit, figure emblématique de l'histoire de France et de l'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine fascine depuis plus de 800 ans. S'appuyant sur les toutes dernières découvertes des historiens, Elizabeth Chadwick redonne vie à ce personnage d'exception comme jamais. Donc voilà, roman historique, qui est une belle façon, je trouve, d'en apprendre plus sur l'histoire de France, par exemple, en l'occurrence, sans se taper des livres, des essais ou des documentaires, ou des... Enfin voilà, avec une touche de romanesque au milieu du lot. Et je trouve ça très cool. Donc, voici ce que j'ai reçu tout à l'heure. Puis j'ai reçu un livre que j'ai demandé au collège. Alors, je l'ai demandé à la maison d'édition Anne Carrière, mais en fait, c'est pas un livre de la maison d'édition Anne Carrière, c'est un livre du collectif Anne Carrière qui réunit plusieurs maisons d'édition, dont la maison d'édition Anne Carrière, mais aussi plusieurs autres maisons d'édition. Et donc, ça fait partie des livres de la rentrée littéraire d'une maison du collectif Anne Carrière, maison qui s'appelle Plein Jour. Voilà. Et donc, c'est Le Brassard, Alexandre Villeplane, capitaine des Bleus et officier nazi. On reste dans les faits historiques pour le coup, mais bien plus proche de nous puisque ça se passe entre 1920 et 1930. C'est un livre de Luc Briand. Et c'est le seul livre de la rentrée littéraire que je devais recevoir à la base du collectif Anne Carrière. Et finalement, la maison d'édition Anne Carrière et donc le collectif m'a proposé de refaire un concours avec Muse et de vous faire gagner toute la sélection de la rentrée littéraire. Donc vous allez avoir une pile à lire de l'espace canonissime. J'ai hâte de la recevoir et de vous en parler et de la redécouvrir en vrai, puisque je ne l'ai vu moi que sur écran donc. Mais donc ce livre en fait du coup partie. Et d'ailleurs vous allez comprendre, mais l'auteur il est magistrat. Et il a écrit d'autres livres, et notamment La Revanche de la Guillotine et L'Affaire Carin, qui a été publié chez Plein Jour en 2018, largement salué par la presse. Donc, l'auteur est magistrat, juré, juge. Est-ce que c'est des synonymes ou est-ce qu'il y a des différences? Je ne sais pas. En tout cas, magistrat, on me dit. Alors, écoutez bien de quoi parle ce livre. Il n'est pas très gros. Ça va m'arranger, moi qui suis un escargot, donc. Le football des années 1120 a un nom, celui d'Alexandre Villeplane, un gamin des quartiers populaires d'Alger que l'amateurisme marron, le faux amateurisme, a happé et conduit vers la gloire en métropole. Joueur infatigable, inventeur de gestes techniques audacieux, il régale le public français qui se masse bientôt dans les stades pour le voir évoluer avec les plus grands clubs du moment. Jusqu'à l'apothéose quand il est nommé capitaine de l'équipe de France en 1930 lors de la première Coupe du Monde de l'histoire. Jusque-là, tout va bien, mais vous avez vu dans le titre, enfin plutôt dans le sous-titre, qu'il va y avoir une couille dans le potage, n'est-ce pas, avec ce charmant jeune homme. Après cette consécration vient la dérive d'un homme seul et avide d'argent vers les bas-fonds et les trafics minables. Puis la chute et l'ignomie lorsque pendant l'occupation, il rejoint la Gestapo française.
Devenu allemand, il achève son parcours comme officier SS, traître et tortionnaire de ses anciens compatriotes. Il sera fusillé à la Libération. Alexandre Villaplane est la légende noire du football français. Je n'étais absolument pas au courant de cette histoire. Bon, je n'étais pas née à l'époque, donc j'ai une excuse, hein, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais entendu parler de cette histoire, vraiment jamais. Pourtant, on en entend hein, des histoires sur la Seconde Guerre mondiale, sur des nazis, enfin des Français qui ont passé du mauvais côté de la barrière, enfin en tout cas. Voilà. Et ça, je n'avais jamais entendu. Donc quand je l'ai vu, ça m'a vraiment interpellée. Parce que c'est une période de l'histoire que je trouve fascinante dans évidemment le mauvais sens du terme. Mais fascinante en fait pour se rendre compte, pour réaliser et se rendre compte à quel point l'esprit humain n'a pas de limite en fait. Et vraiment dans tous les sens, quoi. Dans le bon, je veux dire, vous pouvez vous sacrifier, mourir pour quelqu'un, comme dans le pire, quoi. Non pas que mourir pour quelqu'un, c'est bien, hein, mais juste dans les bonnes intentions, comme dans le pire. Et je ne comprends pas. Et de temps en temps, enfin, évidemment, on ne peut pas comprendre. De toute façon, quand on est né à mon époque, à notre époque, c'est difficile à envisager. Et pourtant, moi, je sais que je suis d'une génération où on se disait, ce qui s'est passé à cette époque, ça nous semble tellement lointain et à la fois c'est tellement proche. Mais comme on n'était pas né, ça nous semble une autre vie, en fait, un autre monde. Et moi, je me suis toujours dit, bon, ça s'est passé. C'est aberrant que des atrocités pareilles se soient passées il y a si peu de temps encore. Hein. Déjà qu'elles se soient passées une première fois, enfin, tout court, quoi. Mais en plus que ce soit si récent, je veux dire, l'humain, il avait un cerveau développé. On n'était plus des sauvages, théoriquement. Et que ça se soit passé quand même, cette guerre atroce, je me dis quand même, c'est fou. Mais je me suis toujours un peu rassurée en me disant, bon, mais ça pourrait plus arriver aujourd'hui. Enfin, on était fous à l'époque. On a fait cette erreur immonde de suivre qu'un tyran tyrannise le monde entier, en fait. Et je me disais, bon, mais on a forcément appris de nos erreurs. C'est inimaginable que ça se repasse aujourd'hui. Et 24 juillet, n'importe quoi, 24 février 2022, début de la guerre en Ukraine, et des images qui nous parviennent de massacres de population par les Russes. Je me dis, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. L'humain n'apprend pas, l'humain... Donc, en fait, ce genre de livre, non pas que ce soit des lectures agréables, c'est... Voilà. Mais pour moi, je vais encore shooter dans vous, c'est un moyen d'essayer de comprendre l'incompréhensible. Voilà. D'essayer de me mettre dans la tête, même si je ne pourrais jamais vraiment comprendre comment ces gens ont pu faire ça, mais essayer d'avoir des pistes de réponse, quoi, de me dire, c'est pas possible, comment le cerveau humain peut tolérer ça, peut envisager ça, comment ça se passe, c'est quoi les mécanismes, et les connaître, c'est aussi s'en protéger, voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé ce livre. J'ai hâte de le lire et à la fois non, vous comprenez pourquoi, parce que c'est quand même pas joyeux, mais ma curiosité est très piquée et voilà, que ça serve d'exemple les atrocités qui ont été faites, s'il vous plaît, pour que ça n'arrive plus jamais. J'ai l'impression que c'est vain de dire ça parce que ça réarrive toujours, mais au moins il vaut mieux en être informé, n'est-ce pas? Bien qu'il y ait une expression que je trouve plus j'apprends sur la vie, plus je grandis, plus je vieillis, plus je trouve cette expression vraie quand on dit « bienheureux les ignorants ». Ça paraît con, hein, mais c'est vrai que quand tu ignores les choses, bah, potentiellement tu vis plus heureux parce que tu as la naïveté de ne pas savoir telle atrocité, tel drame, telle dérive, bref. Enfin, non pas qu'on veuille rester ignorant, mais du coup, on est obligé de subir le fait que moins on est ignorant, plus on sait de choses qui ne nous plairont pas. Heureusement, on ne saura jamais tout. Ça préservera un peu notre esprit fragile. Bon, enfin, sur ces belles paroles, on va ouvrir ceci, parce que je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble quand même à des livres, ça a le poids des livres. Je vois qu'il a été cleared, là, donc il a été passé au rayon X et tout. Ce qui me laisse à penser que ça vient de France. Roissy, oui. Donc ça vient de France. Donc il y a quand même fort
forte à parier que ce soit un charmant éditeur qui m'ait encore envoyé ses merveilles. Ça c'est quoi? Facture? Ah, c'est bon, je sais qui c'est. Donc vous savez que beaucoup de maisons d'édition font partie de groupes. Et donc c'est un groupe là avec qui, enfin c'est la page Instagram d'un groupe, d'un groupement de maisons d'édition qui s'appelle Lisez, le groupement. Enfin Lisez. Leur site internet c'est Lisez. Vous savez c'est lisez.com je crois, et c'est Lisez avec un point d'exclamation. Et donc ils regroupent les éditions 10-18, les éditions Fleuve, tout ce qui est univers poche, etc. Et en fait du coup jusque là on a jusque là donc on a fait des concours avec des éditeurs, donc c'était des concours mono-éditeurs. Et là la différence de ce concours c'est que on est parti du coup avec le groupe qui s'appelle quoi? C'est quoi? C'est Editis? Bon bref, peu importe. Le groupe voilà, qui représente la structure Lisez, le site internet Lisez, qui elle-même regroupe plein de maisons d'édition. Et donc avec Bérangère, que je remercie beaucoup, qui a été adorable, on a fait une petite sélection de choses à vous proposer chez plusieurs éditeurs. Du coup, ah voilà, comme ça. Là, vous connaissez ça. Lisez, retrouvez toute l'actualité de vos auteurs préférés sur lisez.com. Ça vous parle, vous avez les réseaux sociaux. Donc, lisez.com, le site des maisons d'édition du groupe Editis. Mais je ne dis pas toujours des bêtises, mais ça m'arrange parce qu'une fois que c'est filmé, bon, votre bêtise elle est sortie. C'est pas grave, tout le monde se trompe, mais c'est mieux quand vous avez, quand vous dites pas de conneries, hein, voilà. Donc du coup, c'est le premier concours qu'on fait qui est multi-éditeur. Et alors, nous allons avoir, vous allez pouvoir gagner un livre de chez Pocket, un livre de chez L'Archipel, un livre de chez Plomb, un livre de chez Robert Laffont, un livre de chez qui est-ce, Héloïse d'Ormesson, édition Héloïse d'Ormesson, et un livre de chez Solar. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cueillir des cerises. Donc, c'est cool. Concours multi-éditeur et tout. C'est la première fois qu'on fait ça. Trop bien. On les regarde? On les regarde? Alors, vous allez... Oh là là, ça sent l'été sur une étoile océan. Alors, regardez comme ça sent l'été. À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouché. Donc ça, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Voilà. Mais que c'est beau. On dirait un peu, je sais pas, la Bretagne, non? On dirait pas la Bretagne avec cette maison? Ou une île, style... l'île d'Oléron, ou on va voir où ça se passe. Avant de se consacrer à l'écriture, Lorraine Fouché, donc l'autrice, a été urgentiste. Elle est l'auteure de 22 romans et d'une lettre ouverte à son père, J'ai rendez-vous avec toi. Ses derniers succès, Entre ciel et loup, prix Bretagne. J'ai pas dit Bretagne. Prix Bretagne, prix Ouest et prix Système U. Tout ce que tu vas vivre et Face à la mer immense ont paru chez Éditions Héloïse d'Ormesson, EHO. Elle vit entre les Yvelines et l'île de Groix. Et j'ai dit ça ressemble à une île, l'île de... J'ai dit quoi? D'Orléans, d'Oléron. C'est ici l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, oui. Bah, il y a l'île d'Orléans aux États-Unis. Puis ici, il y a l'île d'Orléans qui est une petite île là, qui est reliée par un pont et qu'on peut aller et qui est pas loin là de Québec, qui est trop mignonne. Bref. Alors, on passe au résumé, ça serait bien, Angeline, oui, magne-toi parce qu'on comprend pourquoi les vlogs sont toujours très longs. En lisant les petites annonces, Pierre Saint-Jarme découvre que Kerjoie, la maison de famille vendue 10 ans plus tôt, est de nouveau sur le marché. Ah d'accord, il a vendu la maison et 10 ans plus... Enfin, il l'a vendu 10 ans plus tôt et donc 10 ans plus tard, les nouveaux propriétaires la revendent et ils le découvrent. D'accord. À nouveau, j'avais pas compris. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Voilà. Trop tard. Ah d'accord, il se précipite pour la racheter trop tard. Alors il la loue le temps d'un week-end pour réunir la tribu sur l'île de Groix et organiser l'anniversaire d'Adeline, sa mère.
Mais Pierre n'est pas le seul à lire les journaux. Un accident survenu il y a 37 ans s'invite à la fête. Tandis qu'Adeline souffle ses 80 bougies et pioche des moments précieux dans le bocal à émotion, les fracas du passé tracent vers l'île. Et si vous pouviez racheter votre maison d'enfance? Ce roman ravive les souvenirs, parle du serment d'Hippocrate, de rancune tenace et surtout d'amour. Il appelle à éclairer la nuit pour ceux qu'on aime et réveille le parfum des vacances et des recettes de grand-mère. D'accord, alors c'est ça, j'étais étonnée de lire un accident survenu il y a 37 ans s'invite à la fête parce que ça fait un peu thriller qui s'annonce là, enfin, ou polar, ou vous voyez le truc, enquête et compagnie, alors que la couverture faisait plutôt penser à un petit feel-good de la mer quoi. Et a priori, bon, on est quand même plus sur du feel-good, mais du feel-good voilà, qui a ce petit moment de down quoi, apparemment. Voilà, donc c'est le premier à gagner. Ensuite, alors celui-là, je pense que vous l'avez vu passer partout, parce que même moi je l'ai vu. Alors, bon, c'est Sara Percetiamo de Serena Giuliano. Ça, mais, ah, je sens les embruns. Je sens les vacances. Vacances que je n'ai pas. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça dit, c'est sans doute parce que je t'aime. Oh, que c'est beau. J'aime trop. Alors là, on a une grande photo de l'autrice. Au moins comme ça, on ne peut pas la rater. Ça, Serena Giuliano est l'autrice de Ciao Bella, de Mamma Maria et de Luna, qui ont déjà conquis plus de 300 000 lecteurs. Et bien ça commence à faire. C'est beau, hein? C'est beau. Et je crois que... Alors, je ne me suis pas penchée avec attention sur les avis, mais juste en voyant passer comme ça, là, je crois que beaucoup de gens l'ont fortement aimé, ce roman. Si vous l'avez lu, dites-moi. Si vous aussi, vous l'avez aimé. Parce que je crois que beaucoup l'ont aimé. Ça fait 10 ans que je rêve de lire ces mots. Bien sûr, ils arrivent trop tard, beaucoup trop tard, parce que la vie, ce n'est pas une meuf ponctuelle. C'est sûr. Alors, juillet 2021, il y a un an donc, 2 couples d'amis se retrouvent à Procida, dans le sud de l'Italie. Alba, Valentin et leur bébé semblent former une famille heureuse. J'aime bien le « semble », tu sais. Sinon, c'est pas drôle. Mais en plein postpartum, minée par ses nuits trop courtes, Alba ne sait plus très bien qui elle est, ni ce qu'elle désire. D'autant que son ex... Allez, toujours un pour venir foutre la merde. D'autant que son ex choisit ce moment pour réapparaître sur l'île. Ben oui, Gabriel et Nino passent leurs premières vacances ensemble. Hein? C'est qui Nino? C'est l'ex? Ben oui, parce que... Ah non, ça n'a rien à voir. On parlait de Alba et Valentin et leur bébé. Ah d'accord. Réapparaît son ex qui réapparaît sur l'île. Ok. L'ex de Alba, qui est normalement en couple avec Valentin, qui vient d'avoir son bébé, qui a son postpartum et qui dort pas assez. Et là, on retourne à la ligne. Gabriel et Nino passent leurs premières vacances ensemble. Donc c'est un autre couple. Enfin, en tout cas, 2 autres personnages. Gabriel croit avoir enfin trouvé le prince charmant. Donc c'est un couple. Italien charismatique, même si un brin autoritaire, Nino est celui qui devait lui apporter la confiance dont elle manque cruellement. Et si ce séjour agissait comme un déclic? Et si chacun d'entre eux venait de douter de ses sentiments? Est-ce que vous croyez que le Nino qui est avec Gabriel, est-ce que c'est l'ex de Alba qui est avec Valentin et qui a son bébé? Tu vois le truc? Tu crois? Parce que si c'est pas ça, pourquoi on suivrait 2 couples spécifiquement dans un roman? Parce que généralement, dans un roman, on suit soit... Là, pendant que je parlais, je me disais... Angèle, n'oublie pas qu'il faut que tu vérifies s'il y a des dédicaces parce que c'est trop cool quand même. J'aime trop les livres dédicacés. Merci. Trop bien. Merci. Merci Robert Laffont, merci Lisée, merci Bérangère, merci l'autrice. Merci, je vous kiffe. Je disais donc, avant à nouveau de m'auto-couper la parole, dans un roman, on est d'accord qu'on suit un personnage principal ou un couple, voilà. Ou alors, on suit plein de protagonistes différents à la même période et un peu les trucs s'assemblent. Mais là, pourquoi dans un roman, on suivrait 2 couples? Tu vois, c'est trop pour un roman habituel, que normalement on suit un personnage ou un couple, enfin, voilà, un clan quoi, un truc.
Et en même temps, c'est pas assez pour un roman qui suit plusieurs personnages dont les histoires vont se croiser, non? Parce que leur histoire va forcément se croiser, sinon pourquoi ils suivraient deux couples? Donc moi, alors, je ne sais pas du tout, hein, puisque je ne l'ai pas lu. Mais quand même, je me dis, c'est pas que je fais le pari avec moi-même, mais je me dis, Angeline, ok, prends la petite intuition que peut-être le Nino qui est avec Gabriel, c'est lui qui va foutre la merde entre Alba et Valentin et le bébé. Bref, vous voyez le truc? Si c'est ça, dites-moi en commentaire, et si c'est pas ça, si vous l'avez lu, dites-moi c'est pas ça. Je veux trop savoir si c'est ça. En fait, moi, je lis pas des livres. J'essaye de deviner avant même de l'avoir lu. Et après, je demande aux gens, c'était vrai ou pas? Et à la fin, lis-le, ma fille, quand même. Bon, ensuite, aux éditions Plomb, 3e livre. La couverture est trop cool. Encore une fois, de Camille Andrea, Le plus beau lundi de ma vie tomba un mardi. C'est cool comme titre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Par l'auteur du sourire contagieux des croissants au beurre. Ouh, ça me dit quelque chose, ça. Alors, le sourire contagieux, je ne me rappelais pas ce début de bout, là. Mais des croissants au beurre, ça me dit quelque chose. Alors, on voit des trucs États-Unis. Drapeau des États-Unis. La Maison Blanche, soda, des donuts. Ça se passe aux States, les amis. C'est sourd de chez sourd. Ça se passe pas loin de chez moi. Alors, qu'est-ce qui se passe pas loin de chez moi? Laissez-vous conter l'histoire du plus beau lundi de la vie de Jacob Stern, qui tomba en réalité un mardi. Et on est lundi. Non, mais on n'est pas connecté, là, avec les maisons d'édition qui m'envoient leurs colis et tout. On est connecté, je vous le dis, on est lundi. Et je vous dis ça. Et je croyais quoi tout à l'heure? Qu'on était mardi. Ah, il n'y a pas de hasard dans la vie. Pas de hasard. Alors, Noah D'Amico, 10 ans. Ah, vote Noah D'Amico, là, j'avais vu ça. C'est le petit garçon qui veut qu'on vote pour lui. Noah D'Amico, 10 ans, s'est donné comme objectif de devenir le premier enfant métis président des États-Unis. Bon, alors déjà, Barack Obama était métis. Pour ceux qui ne le savaient pas, il n'était pas noir de 2 parents noirs, il était métis. Chose que bizarrement, dans les médias, ils disent le premier homme noir. Bon, enfin, bref, métis, noir, est-ce que c'est la même chose? Allez en savoir, je ne suis pas biologiste moi, mais bref. Mais lui, il veut devenir enfant président du coup. J'ai tellement chaud. 4 secondes et 50 centièmes, voilà le temps dont il dispose pour convaincre chaque personne de son voisinage. Oui, je m'aère en même temps. Mais, alors, peu mais suffisant pour un certain Jacob Stern, vieil homme de 75 ans impressionné par ce jeune orateur. Il a 4 secondes et 50 centièmes pour convaincre chaque personne de son voisinage. C'est quand même court, ça. C'est ainsi que Noah entre dans la vie de Jacob avec la force d'une tempête, l'abreuvant de jolis mots et de belles espérances. Une rencontre qui changera tout et de laquelle naîtra la plus improbable des amitiés. Mais les gens ne sont pas toujours ce que l'on croit. Chaque être humain a sa part d'ombre. Jacob ne le sait que trop bien. Noah, lui, le saura bientôt. Ah ah. Derrière le pseudonyme Camille Andrea se cache, alors, un ou une écrivaine française bien connue, eux ou sans eux. Ils nous ont mis des petites parenthèses en disant c'est peut-être un homme, et effectivement Camille c'est un prénom mixte. Donc bien connu, se cache un écrivain, une française bien connue du grand public, mais dont nous ignorons tous l'identité, de ses lecteurs à ses éditeurs. Attendez. Son premier roman, Le sourire contagieux des croissants au beurre, Plomb 2020, a été un véritable succès. Je comprends pas. Attends. Derrière le pseudonyme d'Andrea se cache une écrivaine bien connue du grand public. D'accord, elle est bien connue du grand public parce qu'elle a écrit Le sourire contagieux des croissants au beurre qui a été un succès, je suppose. C'est pas genre un auteur. Au début, j'ai cru que c'était un auteur connu qui avait pris un autre nom de plume pour écrire d'autres romans pour que les gens ne sachent pas que c'est lui. Un peu comme avait fait J.K. Rowling quand elle avait pris le nom de plume, je sais pas quoi, Robert, je sais pas quoi, après Harry Potter, parce qu'elle a voulu écrire des... C'était des thrillers, des polars, je sais plus, bon, du policier, ouais, polar, je pense. Et elle avait pris un autre nom de plume pour qu'au début on ne sache pas que c'était elle, parce que c'est quoi l'histoire? Elle voulait voir si elle pouvait reproduire un succès sans que les gens sachent que c'était elle, quoi, et que ça ne vende pas pour son nom,
Enfin, je sais pas si c'était pour reproduire un succès, mais je crois que c'était parce qu'elle ne voulait pas que ses livres se vendent pour son nom, J.K. Rowling, mais pour le livre, quoi. Et je dis peut-être complètement des bêtises, mais je crois qu'au début, il se vendait pas très bien, et que quand les gens ont su que c'était J.K. Rowling, il s'est mis à bien se vendre, ce qui était ce que l'auteur ne voulait pas. Je crois. Allez vérifier cette histoire, je ne suis pas Google, moi. Hein. Bon, j'ai des bribes de souvenirs de trucs qui me sont passés par là, mais bon. Ensuite, donc ça c'était chez Plon. Ensuite, on passe chez les éditions L'Archipel dans la collection Archipoche. Et un petit... Là, j'ai vu avec Bérangère, j'ai dit, on pourrait pas essayer de se caler un petit Cozy Mystery par là. Bigoudi et petites enquêtes. Cozy Mystery, c'est écrit ici. C'est de Naël Charles. Et ça s'appelle Panique à Walbourg. Oui, Walbourg. Et la série, c'est Léopoldine Courte Cuisse démêle l'enquête. Alors, j'aime bien le courte cuisse, donc elle est petite comme moi, je suppose. Parce que j'ai jamais croisé un nom comme ça dans la rue. Est-ce que c'est un nom sur nom, vous croyez? Dans la rue, croiser un nom dans la rue, n'importe quoi, dans ma vie, quoi. J'ai jamais entendu personne qui s'appelait Courte Cuisse, mais c'est peut-être un vrai nom. Et démêle l'enquête, j'aime bien le truc de démêler, ça fait vraiment... genre, c'est pas mener l'enquête, c'est démêler l'enquête, ça me tombe vraiment dessus. Je sais pas trop ce que c'est cette pelote là, mais on va essayer d'en faire quelque chose. Elle a le dos jaune, tiens, un peu comme là. Le club du jeudi, là. Le Murder Club du jeudi et sa suite. Alors, je commence direct par l'auteur. Avec cette comédie policière déjantée, mêlant humour et rebondissement, Naël Charles, alias Nathalie Charlier, signe une incursion réussie dans le Cozy Mystery. On la voit ici, je vois rien à ce que je filme. Et lui, il me fait jamais une mise au point, quoi. Oh, il est aussi rebelle que moi, cet appareil. Bon. Alors, Léopoldine Courtecuisse est coiffeuse dans le bourg alsacien de Walbourg. Entre teinture, shampoing et coupe de cheveux, cette trentenaire peine à gérer ses deux adolescents. Elle est trentenaire et elle a deux adolescents. Ah oui, mais elle peut être trentenaire genre jusqu'à 39. Donc, ok. Elle était jeune maman comme moi. Donc, elle peine à gérer ses deux adolescents depuis que leur père l'a quittée pour sa jeune sœur. Oh, le connard. Il a quitté la... Ah non, mais quelle horreur. Il a eu des enfants avec elle. Et il la quitte pour être avec sa sœur. Donc, en fait, la tante des enfants devient leur belle doche. Mais c'est une blague. Mais quelle horreur. Moi, je bute ma soeur, là. Je vous dis. J'ai pas de soeur, je suis bien contente. Depuis toujours, elle déteste son nom de famille. Ah ben, tu m'étonnes, oui, quand t'as une soeur comme ça, t'as pas envie de t'apparenter à elle. Et supporte de moins en moins ses parents qui ne jurent que par leur cadette. En plus, alors ton mec, enfin le père de tes enfants t'a quitté pour ta petite soeur et en plus tes parents préfèrent ta petite soeur à toi. Mais super la famille. Mais elle reste résolument optimiste grâce à ses séries policières préférées qui n'ont pas plus de mystère pour elle que ses petits secrets des clientes de salon. Alors attendez, j'en suis à la moitié du résumé. Est-ce qu'on se fait un petit je devine ce qui va se passer? Donc là, est-ce que c'est la sœur? Non, je pense pas que c'est la sœur qui va mourir. Je pense que c'est le mari. Le mari qui l'a quitté pour sa sœur. Et elle, du coup, elle va être, je sais pas pourquoi, elle va se retrouver prise à démêler pourquoi et qu'est-ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'elle sera soupçonnée et que du coup, parce que du coup, elle avait de quoi lui en vouloir au mari et que du coup, elle va démêler l'enquête elle-même pour prouver que ce n'est pas elle. On va voir si c'est ça. Je suis sûrement à côté de la plaque, mais un soir, elle découvre le corps sans vie d'une caissière sur le parking de l'hypermarché. Bon, c'est pas le mari. Alors que toute la population est sous le choc, Léopoldine, qui a toujours rêvé d'être flic, en est désormais certaine, elle va pouvoir montrer à tous quelle incroyable enquêtrice elle est. Et ce n'est certainement pas cet arrogant lieutenant Delval qui l'en empêchera, foi de Léopoldine Courtecuisse. Il se pourrait même qu'il soit contraint de solliciter son aide. J'ai dit n'importe quoi, c'est pas du tout ça qui se passe. Mais, hop, on a un scénario alternatif. Bon, il faudrait quand même qu'au bout d'un moment, le mari se fasse buter par quelqu'un, quoi. Parce qu'il fait chier. Ça a l'air cool quand même, hein. Moi, j'adore les Cozy Mystery. De toute façon, je veux, objectif de vie, avoir une bibliothèque remplie de Cozy Mystery avant mes 80 ans. Ensuite, donc, ça c'était le 1, 2, 3, 4. Quatrième livre, c'était chez l'Archipel. Le 5e livre, avant-dernier, c'est aux éditions
Pocket. Et c'est la charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan, que j'ai du mal à articuler. Je pense que vous le connaissez, mais peut-être pas chez Pocket. Moi, je crois que je connais ce titre, mais je n'ai pas souvenir de cette couverture. Donc, je me demande si c'est pas, s'il vient pas de sortir en poche chez Pocket avec une nouvelle couverture, peut-être. Non? Attendez, attendez. Ah, j'ai pas vérifié si les autres avaient des dédicaces du coup. Attendez. Ah oui. Mais ça n'a rien à voir, ça, si. Attendez. Là, je vois édition Prisma. Ah, c'est ça, c'est chez les éditions Prisma en grand format que je connaissais la couverture. Je crois. Parce que là, on nous dit... Il est sorti en 2019 et en 2021 chez Prisma pour la traduction française. Mais on nous dit pas pour cette édition-là en poche. Parce que là, c'est pas Prisma, c'est Pocket. Et Pocket, c'est pas la filière poche de Prisma. Si? Non. Bon, moi, il va falloir que aussi je démêle, pas l'enquête, mais... Ah, c'est pas cette couverture que je me rappelais non plus. Apparemment, aux éditions Prisma, il a cette couverture. C'est pas du tout cette couverture que je me rappelais. Je me rappelle plus comment elle était, mais je crois qu'il y avait du bleu clair. Non? Comme du ciel. Pas du rose. Je ne sais plus. Mais je vis un quasi mystérieux à moi toute seule parce que les maisons d'édition et de quel groupe elles appartiennent et de quelle filiale et quelle collection et quelle version poche, de quelle... Gentiment, je commence à démêler, à savoir qui est qui fait quoi, qui comment, qui truc. Donc du coup c'est pour ça, je cherche dans les livres. Attendez, je vérifie quand même s'il n'y a pas une petite dédicace quelque part. Parce que on ne sait jamais, hein. Je ne veux pas les rater. Encore une fois, non pas que j'en attends, parce que je n'ai rien à attendre, quoi qu'il en soit. Mais, je suis trop contente. Mais s'il y en a, je n'ai pas envie de les rater, parce que, quand même, ce n'est pas correct. Non, je pense qu'il n'en a pas dans les autres. Alors, donc la charmante librairie des flots tranquilles. Moitié nounou, moitié libraire. Lorsque Zoé, mère célibataire, peinant à joindre les deux bouts, se voit proposer ce double job, elle n'hésite pas longtemps. Direction l'Écosse et ce manoir perdu sur les bords du Loch Ness, entre brouillard et bruyère. Là, ce n'est pas un, mais 3 monstres qui l'attendent. 3 enfants livrés à eux-mêmes par un père aussi veuf que fuyant. Tandis que côté librairie, les villageois lui font payer l'absence de Nina, qu'elle remplace, Zoé s'engage sur les flots qui sont tout, mais vraiment tout, sauf tranquille. Tous les grands succès de Jenny Colgan sont chez Pocket. Et là, elle a fait la petite boulangerie du bout du monde, une saison à la petite boulangerie, Noël à la petite boulangerie, ensuite le diptyque composé de Rendez-vous au Cupcake Café et le Cupcake Café sous la neige. Puis la série formée par une saison au bord de l'eau, une rencontre au bord de l'eau, Noël au bord de l'eau et l'hôtel du bord de l'eau sous la neige. Et donc la charmante librairie des jours heureux, c'est pas celui-là, ça c'est les flots tranquilles. La charmante librairie des jours heureux est parue en 2020, suivie de la charmante librairie des flots tranquilles en 2021 et la charmante librairie des amours lointains en 2022. Tous ces ouvrages sont publiés aux éditions Prisma et repris chez Pocket. Pour les versions poche, donc, voilà. Alors, ça c'est bien. Et alors, le dernier, il va faire écho. Je crois que mon mari va sauter au plafond, il va être trop content. Enfin, je lui ai déjà dit d'ailleurs, mais il ne l'a pas vu en vrai. Parce que vous vous rappelez, chez qui? Chez First, j'ai reçu, pour un concours à venir, vous savez, un livre de recettes sur les salades méditerranéennes. Et je vous ai dit que nous, on vient du sud, les salades méditerranéennes, mais c'est une catastrophe. Soit je parle trop vite, soit j'ai un problème d'élocution. Les salades méditerranéennes, c'est notre truc. On aime ça, on en mange tout le temps. Et par extension, notre cuisine à la maison, c'est de la cuisine méditerranéenne. Puisque, voilà, on vient du sud de la France, on a des origines principalement espagnoles. Moi espagnol et mon conjoint espagnol, italienne et autres, plein d'autres origines. Mais voilà, donc espagnol quand même de façon très prononcée. Et donc, notre cuisine à la maison est principalement orientée cuisine méditerranéenne. Et là, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner? Et qu'est-ce que mon mari va pouvoir se régaler de cuisiner?
Est-ce que vous le reconnaissez? Alors moi, je ne suis plus Top Chef. Mais lui, c'est le vainqueur de Top Chef 2021. Et c'est son livre de recettes. Et il s'appelle Mohamed Cheikh. Cheikh, je pense qu'on dit. Ma cuisine méditerranéenne. De Mohamed, donc. Cheikh. Je ne suis pas trop sûre de la prononciation. Les recettes du vainqueur de Top Chef de 2021. Et on est encore sur du jaune bien jaune. Regardez. Youp! C'est la couleur de l'été et le soleil. Écoutez ce son. Qu'est-ce que ça veut dire? Hardcover. Et on kiffe. Parce que c'est bien chouette. Alors, avant de regarder les merveilles à l'intérieur et que j'ai envie de bouffer le livre comme celui des recettes méditerranéennes derrière moi, on va lire du coup ce que ça dit. Mohamed Cheikh, vainqueur de Top Chef 2021, a su gagner la sympathie du public, autant grâce à sa cuisine que grâce à sa personnalité. Ah mais moi je le connais pas. Il livre ici plus de 50 recettes puisées dans ses racines familiales et ses inspirations méditerranéennes. Beignets de gambas, aranchi façon paella, salade de pastèque à la mélasse de Grenade, riz au lait à la cannelle et bien sûr le plat de sa victoire, l'épaule d'agneau confite aux épices. Le menu qui appelle au voyage met à l'honneur les mezzés, les plats végétariens, mais aussi de viande et de poisson, sans oublier les desserts, dont le nomade, son dessert signature, et les cocktails sans alcool. Moi qui ne bois pas d'alcool, je suis bien contente. Et alors, à propos de Mohamed, on nous dit qu'il est né en 1992, comme moi, qu'il est de culture franco-algérienne, qu'il a grandi en banlieue parisienne. Initié aux bonnes choses et à l'amour de la cuisine par sa grand-mère, il se dirige tout naturellement vers la restauration. Formé auprès d'Alain Sanderens, Jérôme Banquetel, Yannick Aleno ou Éric Fréchon, qui doivent être des cuisiniers de renom mais que je ne connais pas, il remporte en 2021 la saison 12 de Top Chef. Sa personnalité solaire et sa cuisine gourmande aux accents méditerranéens ont su séduire le jury et le public, qui s'est fait une joie de le retrouver dans son restaurant éphémère Manzili au Jardin des Plantes, puis à la Pagode de Kos, le restaurant du Palace La Réserve à Paris. Eh bien, ça va cuisiner, moi je vous le dis. Il va pas rester dans le placard celui-là. Alors on découvre les merveilles de la Méditerranée. Montrez-moi des photos, montrez-moi des photos. Ça y est, on arrive aux photos. Alors les livres de recettes, je les trouve toujours tellement beaux. Photos pleine page. Oh là là, photo d'un côté, recette de l'autre, simple, efficace, trop cool. Ah, c'est quoi ça? Mes inspirations, coriandre, cannelle, voyage. Mais dis donc. Oh là là. Oh non, j'ai faim. Oh. Non mais là, je gargouille là, ça y est. Les livres de recettes, pour moi, c'est une torture. Moi, je peux pas. Bon, déjà, j'aime pas cuisiner, ça me gonfle. J'aime manger, j'aime pas cuisiner. Une chance que mon mari, lui, il aime bien, parce que sinon, on mangerait des boîtes, quoi. Ou des pâtes, tout le temps. Mais là, moi, quand je vois ça, ça me donne faim, en fait. Pour moi, c'est une torture, les livres de cuisine. J'ai envie de, vous savez, d'appuyer là, et le plat apparaît, comme sur l'image. Parce que sinon, c'est une arnaque. Trop cool. Donc, voici les... On a dit 6 livres. 1, 2, 3, oui, je crois. 6 livres que vous allez pouvoir gagner dans le concours multi-éditeur avec... Lisez, s'il vous plaît. Et c'est trop cool. Et sans transition aucune, après ce petit unboxing, on passe au point lecture avec ma lecture terminée et ma nouvelle lecture en cours. Alors, ma lecture terminée, alors là, zéro suspense, puisque c'est la même que je me traîne depuis 3 semaines. Non pas que ce n'était pas une bonne lecture, mais je vous avais prévenu, je suis un escargot. Et j'en ai parlé avec ma mère hier au téléphone. Et elle me disait, oh, tu l'as fini en 3 semaines? Oh, ben ça va, moi des fois il me faut des mois pour finir un livre. Parce qu'elle va picorer de 2 pages, machin, et ça va durer des mois et des mois et des mois. Donc voilà, je suis rassurée, n'est-ce pas? Parce que quand je vois que vous lisez des livres des fois en 1 journée, ou en 2 jours, ou en 3 jours, je me dis, c'est pas possible, c'est moi l'alien. Bon, mais visiblement, ma mère aussi, elle est comment? Mais je vois que l'étagère là, on dirait qu'elle n'est pas droite à cause de la vidéo. Je vais redresser la vidéo dans le montage. Parce que là, comment moi je me vois l'étagère, elle est comme ça derrière moi. Bon, j'ai donc fini Alléluia et Rectus, qui est publié chez XO par Xavier Muller et dont je vous ai fait le topo 1000 fois, mais pour vous le dire
très très rapidement parce que je ne vais pas le réexpliquer en détail, puisque je vais suivre le point lecture après. C'est donc, ça se passe de nos jours et on est confronté à un virus. Est-ce que ça nous semble familier? Un peu trop, malheureusement. On est confronté à un virus, mais alors celui-là, il est costaud de chez costaud, n'est-ce pas? Parce qu'il vous fait régresser le monde à l'âge de pierre, quoi. Grosso modo, les animaux régressent à leur forme préhistorique. Oui. Donc ce qu'ils appellent des formes régressives, ou alors, au lieu de dire les animaux, ils les appellent les préhistoriques. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les animaux, il y a les végétaux aussi, et qui retrouvent leur forme dans le temps. Et les humains, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Et donc dans tout le roman, on va suivre comment ce virus va évoluer, avec les premières contaminations remarquées sur les animaux, puis sur les végétaux, jusqu'au moment tant redouté du premier cas de contamination humaine, qui ne tarde pas à arriver, n'est-ce pas? Alors, c'était une très bonne lecture, un très bon roman. Je ne connaissais pas l'auteur, donc c'est la première fois que je le lis. Sachant que Xavier Muller, il a 44 ans, il est journaliste et écrivain et docteur S-Science. Alors ça veut dire quoi? S-Science, là. Enfin, science, S-Science. Au début, j'étais là, mais est-ce que c'est une faute de frappe? Et non, je crois que j'ai déjà vu passer ce mot-là. S, enfin E, accent grave, E-S. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, en tout cas. Donc, c'était une très bonne lecture. Je n'ai pas eu vraiment le fameux ventre mou que je redoute tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, on lit le résumé et on en a pour notre argent. C'est-à-dire que des fois, vous savez, vous lisez le résumé d'un livre et après, vous êtes en mode, mais ça n'a rien à voir avec le résumé, en fait, ce que je suis en train de lire. Là, non. Le résumé, il vous dit ce qui va se passer. Enfin, voilà, il vous dit ce que je viens de vous expliquer. Et c'est exactement ce qu'on vous sert. Donc, vous n'êtes pas trompé sur la marchandise. C'est cool, quoi. Merci. Parce que ça arrive de temps en temps et c'est jamais une très bonne surprise. Donc là, en fait, moi, j'ai trouvé que vraiment, le roman, il était mené. Genre, tu vois que l'auteur, il sait ce qu'il fait, quoi. Tu vois que c'est pas son premier roman, enfin, je pense pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de temps mort. Tout se déroule de façon logique, chronologique. Vous suivez, vous voyez, le truc, il n'y a pas d'incohérence. Bon, à part si on peut se dire que qu'un virus vous contamine, vous tombez dans le coma et quelques jours après, vous vous réveillez en étant un Homo erectus et en ayant d'autres caractéristiques physiques, où là, on est peut-être un peu dans l'imaginaire, la science-fiction, parce que ça nous semblerait peu probable qu'en quelques jours, en gros, nos bras rallongent, notre visage se transforme et qu'on n'en ait aucun séquelle, aucune douleur, rien, on se réveille et on est devenu un erectus, sans douleur physique ni rien de la transformation. Et donc on a oublié notre vie d'avant, on a oublié, on se comporte comme un homme des cavernes, grosso modo, enfin comme un erectus, et voilà, un homo erectus. Donc voilà, en fait j'ai vraiment trouvé que c'était techniquement super bien mené, voilà, du début à la fin. Et en fait vous allez suivre un peu la cellule de crise de comment se gère l'épidémie. Et on alterne du coup entre plein de personnages. Au début j'ai eu du mal à savoir qui était qui, puis au final après ça se calme, qu'on ne nous introduit pas de nouveaux personnages jusqu'à la fin du roman, heureusement, ce qui est logique en fait. Mais voilà, au début j'ai eu un peu de mal à savoir qui était qui, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnages d'un coup qu'on découvrait. Et puis voilà, petit à petit évidemment on s'habitue. Et en fait des fois vous allez voir ce qui se passe du côté de l'OMS, des fois vous allez voir ce qui se passe du côté de la police qui est chargée de régulariser la situation quand ils sont face à des dangers liés aux erectus. Vous voyez voilà, les différents gouvernements, les réunions qui se passent, les cellules de crise, etc. Donc c'est quand même bien tourné sur la gestion de l'épidémie. Ouais, c'est ça. La gestion de l'épidémie, comment elle évolue, quels scénarios sont possibles jusqu'à comment ça se finit. Parce qu'évidemment, moi, ce que je voulais savoir, c'est à la fin, est-ce que ils arrivent à éradiquer l'épidémie et à reprendre une vie normale? Est-ce que le monde s'est transformé en 7 milliards d'erectus? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que les erectus se font bouffer par les animaux préhistoriques? Est-ce que les animaux préhistoriques infiltrent la ville et deviennent incontrôlables? Est-ce que...
voilà, moi j'avais vraiment envie de découvrir le dénouement jusqu'à la fin, de où c'est qu'ils allaient aller, quoi. Maintenant je le sais. Voilà. Et évidemment, je ne vous le dis point. Mais c'était un très bon roman. J'ai passé un bon moment avec ce roman. Voilà, j'ai pas eu de grande surprise sur le déroulé. Mais parce que, à nouveau, pour moi, il était... bon, déjà, peut-être que le fait d'avoir vécu 2 ans de Covid, ben, on était en fait un peu famille. C'est ça, hein, parce qu'en fait, pendant tout le roman, j'ai un peu retrouvé des phases de ce que nous, on a connu avec le Covid. Vous savez, le début de la crise, puis telles actions qui sont menées, puis telles actions, puis telle réflexion, puis tel truc. Sachant que ce roman-là, il a été écrit juste avant le Covid, je crois. Parce que je crois qu'il est sorti en 2018. Donc, c'était de l'anticipation bien comme il faut. Et c'est là où je dis que techniquement, pour moi, ça me semble super pertinent et très cohérent. C'est parce que j'ai vraiment retrouvé des phases, des sensations, des situations qu'on a vécues pendant le Covid de la part des gouvernements qui nous disaient il faut faire ci, il faut faire ça, enfin, vous voyez, des décisions prises. Et on a des décisions quand même assez similaires là-dedans dans la gestion de crise. Donc, c'est que, effectivement, c'est quand même très, très réaliste. Bon, mis à part la transformation machin, mais enfin qui est très rapide. Mais par contre, concernant la transformation, justement, l'auteur nous dit que il y a des preuves. Alors, je vous spoile pas, c'est à la fin du livre, mais je vous spoile pas parce que je l'ai entendu en parler dans des vidéos qui parlaient du livre. Et en gros, l'auteur nous dit ce retour en arrière de l'évolution est expliqué. Attends. En dehors du virus que j'ai inventé, tous les faits scientifiques sur lesquels l'histoire repose sont vrais. L'idée que des espèces puissent faire machine arrière le long du chemin de l'évolution est démontrée depuis maintenant une quinzaine d'années. Les paléontologues ont même un mot pour désigner le phénomène, celui de réversion. Pour ne citer que 2 exemples, les certains... Ah, mais j'en peux plus, moi, de dire des mots à la place d'autres. Les serpents... Où je suis ? Les serpents ont au moins une fois au cours de leur histoire évolutive retrouvé des pattes complètes et le gecko a perdu et récupéré plusieurs fois sa capacité à coller au mur. L'espèce humaine est aussi concernée. Nous-mêmes avons perdu certains traits anatomiques, notamment des muscles de la main, il y a 15 millions d'années pour les retrouver plus tard. Ce retour en arrière de l'évolution est expliqué par le fait que des gènes restés longtemps en sommeil peuvent se réactiver tout à coup. Un peu flippant. Ce dont nous avons de plus en plus de preuves. Certaines recherches menées dans ce cadre s'apparentent à de la science-fiction, mais sont authentiques. Il y a 2 ans, des chercheurs de l'université du Chili à Santiago ont ravivé chez des poulets, au stade embryonnaire, des gènes de leurs ancêtres dinosaures. Ils ont sorti de leur hibernation des gènes vieux de 100 millions d'années. Avec ce résultat, les embryons possédaient des pattes aux caractéristiques anatomiques proches de celles des dinosaures. Pourquoi dès lors ne pas imaginer que les hommes puissent régresser un jour en Erectus? Voilà, donc ça se base sur vraiment une théorie vraie et du coup ça me fait penser à nouveau à mon futur roman sur la théorie du primate aquatique qui se base sur des faits scientifiques qui commencent à être vraiment démontrés de façon sérieuse pour écrire un roman et aller un peu plus loin et imaginer ce qui pourrait se passer. Donc c'était un très bon roman. Voilà, très bon roman comme je le disais aussi sur la technique de narration qui ne vous perd pas malgré le nombre de personnages au début qui m'a un peu déroutée et finalement hop j'ai suivi le fil et voilà, techniquement de façon la chronologie, le schéma narratif était et en fait on sentait de la maîtrise de la part de l'auteur sur l'enchaînement des événements. Il n'y a pas de différence de, vous savez, dans certains romans vous avez vraiment des différences de rythme. Il se passe beaucoup de choses d'un coup, puis après il y a un gros ventre mou, des longueurs, puis après vite il se repasse un truc, puis plus rien. Puis là en fait, voilà, vous êtes à allure constante, vous n'allez pas à 10 000 à l'heure, c'est pas le TGV, vous avez le temps d'emmagasiner toutes les informations, de vous promener d'un personnage à l'autre, de savoir quelle décision se prend là, se prend là, se prend là, mais vous restez à allure constante, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas à 150 km/h en mode j'ai rien compris, ça va trop vite, mais vous n'êtes pas non plus dans les embouteillages, un coup escargot, un coup on avance, un coup escargot. On est à 50 km/h tout le temps, vous voyez le truc? On est en agglomération, avec ce roman on est en agglomération, voilà. Donc c'était très cool, je suis bien contente de l'avoir lu, et je suis quand même bien contente de l'avoir fini, parce que quand même, moi, 3 semaines, il fallait le faire, mais ça fait quand même un moment que j'avais pas fini un livre, parce que ça fait un moment que je ne lisais plus de façon assidue, et donc c'est chose faite, et je suis contente, et pour rester sur cette bonne dynamique,
j'ai pioché un nouveau roman qui n'a rien à voir parce que j'aime bien lire 2 romans très différents. Parce que ben, ouais, moi j'ai passé 3 semaines avec les Erectus, quoi. Donc là je me voyais pas, alors même si j'adore le genre les dystopies, etc., je me voyais pas la réenchaîner tout de suite sur une autre dystopie. Donc j'avais envie de fantasy, parce que c'est quand même mon premier amour. Fantastique fantasy. Et j'ai pioché un des livres que j'ai acheté. Donc déjà, ça élimine Alice au Pays des Merveilles. Bon, qui est de la fantasy en fait. Mais de la fantasy, vous avez compris. La fantasy particulière. Féerique, enfantine, voilà. Donc je n'ai pas plongé dans Alice au Pays des Merveilles. Il nous reste Cendre-Lune et Galante. Et là, si vous êtes un peu observatrice, qu'y a-t-il à côté de mon oreille là? Les brumes de Cendre-Lune. Ici. Donc ce n'est pas le livre que j'ai sur les genoux. Donc j'ai commencé Galante en VO donc de Lily Schwab que j'ai acheté hier, avant-hier, vendredi. Bon, dans mon dernier vlog. Et je vous avais dit dans mon dernier vlog, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je vois ça, l'espèce d'univers renversé de double réalité. Je vois derrière une petite phrase et je vois juste l'espèce de phrase d'accroche qu'il y a ici, que je vous rappelle, qui disait The shadows are not real, the dreams can never hurt you, you will be safe as long as you stay away from Gallant. Donc, les ombres ne sont pas réelles, les rêves ne peuvent pas te blesser, tu seras toujours en sécurité aussi longtemps que tu resteras éloigné de Gallant. Et j'avais dit ok, je ne veux pas en savoir plus. Donc hier, j'ai commencé, j'ai lu une petite ch'touille là. Je pense que j'ai lu 3 chapitres. 3 chapitres, ainsi que avant les chapitres, il y avait une petite page noire là, comme une sorte de petite intro, mais qu'on ne décrit pas comme une intro. Et alors, je peux du coup commencer à vous parler un peu de quoi ça cause, avec le peu que j'ai lu. Et ça m'a vraiment bien hypé. Donc en fait, là sur cette page, on nous parle d'un maître de maison, mais on ne sait pas trop qui est devant un mur de pierre dans lequel se trouve une porte. Et ce mur de pierre, d'ailleurs, je me suis rendu compte après qu'en fait on le voit sur la couverture. On voit un mur de pierre là, en miroir. Et on voit qu'il y a une porte là, peut-être sur le gris, on va mieux le voir. Est-ce que vous voyez? Il y a un mur de pierre là, et là il y a une porte. On la voit mal sur là. Il y a une petite porte en métal. Donc en fait, en gros, on nous dit qu'il y a le maître de maison, de quelle maison on ne sait pas, qui se trouve là, qui gratouille le mur, machin, bon. Et en fait, il gratte un peu le mur et là, il y a des petits débris qui tombent et il aperçoit à travers les débris l'autre maison. Alors, la façon dont c'est dit, ça semble pas être l'autre maison en mode il voit son voisin, tu vois. Parce qu'on nous décrit un peu une ambiance différente, genre avec la lune, avec les odeurs, machin, une ambiance différente de l'ambiance qu'il vit lui alors qu'il est de l'autre côté du mur, de l'atmosphère. Donc, ça laisse à supposer qu'il voit à travers les petits trous une autre maison, mais d'une autre réalité, comme un double, à mon avis. Je me trompe peut-être, mais c'est ça. Et à un moment, on nous dit, une souris passe, enfin une souris descend le mur, puis grimpe à sa botte. Il l'attrape, la souris se débat, machin. Et là, il dit quelque chose comme « Allez, dépêche-toi ». Ouais, « Hush », he says. Donc, genre, vite, quoi. Et la souris se débat, machin. Et d'un coup, on nous dit, et là, il regarde dans sa main, la souris a disparu, il n'en reste plus que des cendres, une poignée de dents, de toutes petites dents, donc les dents de la souris, il ne reste plus que les dents et les cendres de la souris. Et on nous dit qu'il les jette par terre et qu'il se demande qu'est-ce qui va bien pouvoir pousser à cet endroit-là. À partir des dents qui sont comme des graines en fait. Voilà. Donc déjà, il se passe déjà beaucoup de choses en une seule page. Je me suis dit, waouh, ok, c'est quoi le truc? Et ensuite on passe à la partie 1, qui s'appelle l'école, puis au chapitre 1. Et alors là, on va rencontrer le personnage principal qui s'appelle Olivia, qui est une jeune fille de 14 ans et qui est dans ce qu'eux appellent une école
mais qu'elle ne considère pas comme une école, mais plutôt comme une maison dans laquelle elle voudrait bien fuir. La maison s'appelle Marylands, enfin en tout cas dans la version anglaise c'est Marylands, je ne sais pas si c'est pareil dans la version française, parce qu'il a été traduit du coup je crois chez lui-même depuis sa sortie. Et Olivia Prior, elle est un peu le vilain petit canard de cette maison, qui en fait d'école n'a que un peu le nom, puisqu'en fait c'est une maison qui accueille les jeunes filles dont les autres ne veulent pas, dont plus personne ne veut, ou les jeunes filles les moins fortunées, et qui leur enseigne, non pas les mathématiques et l'anglais ou le français, mais à devenir de bonnes dames de maison pour, a priori, aller travailler chez des personnes plus fortunées qu'elles, pour être, vous voyez, gouvernantes et compagnie, quoi. Voilà, s'occuper de la maison d'autrui. Et Olivia, c'est un peu le vilain petit canard, elle est rejetée par les autres filles, elle est un peu, comment on dit, persécutée. Et en fait, le roman commence où on nous dit qu'elle s'enfuit dans une espèce de jardin qui n'en est pas un, qui est en fait une sorte de jardin abandonné avec des pots cassés, vous avez compris un peu le truc, quoi. Une sorte de cour qui ne ressemble plus à rien, une sorte de petit jardin abandonné. Et parce qu'elle vient de se brûler en préparant, je crois, le repas, puisque du coup c'est les filles de la maison qui doivent préparer leur propre repas, etc., puisque ça fait partie de leur entraînement pour être de bonnes femmes de maison. Et pas épouse, hein. C'est femme en tant que servante. Je pense que ça n'inclut pas vraiment... En fait, ça pourrait, si, ça pourrait d'ailleurs. Elle pourrait être femme de quelqu'un, ou alors, si elles ont moins de chances, devenir plutôt servante de quelqu'un. Et donc, Olivia part en courant de la cuisine, je crois, se réfugie dans ce petit jardin, la main ébouillantée, quoi. Et voilà, elle ressasse, oui, que les filles disent « Oh, mais elle a pas dû se faire mal, aucun sang ne sort de sa gorge. » Et à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi on nous dit « Aucun sang ne sort de sa gorge. » Et on ne sait pas non plus pourquoi. En fait, elle nous dit, dans ce jardin, au début, les filles voulaient s'approprier ce jardin pour aller, voilà, pour que ça devienne leur petit QG, vous savez. Et en fait, elles l'ont déserté parce que elles en ont peur, etc. Et là, elle nous dit... Elles ne savent pas pourquoi, mais moi je le sais, parce que je vois la chose morte dans le coin qui les regarde et qu'elles ne voient pas. Et là, j'étais là en mode, attends, la chose morte, elle n'a pas crié. J'étais là, c'est quoi ce délire? Et alors, les chapitres avancent, jusqu'au 3, hein, j'ai pas lu beaucoup, mais il se passe déjà pas mal de choses. En gros, tout le début du roman est introduit en 3 chapitres. Chapitres qui sont quand même relativement courts, hein, d'ailleurs, qui font 3 chapitres, c'est à peine 10% du roman. Et donc Olivia ensuite va se faire attraper, en fait, comment elle les appelle, les matrones. Alors en anglais c'est comme les matrones, je pense qu'on pourrait le traduire comme ça en français aussi. Les matrones, en fait les dames pieuses, voire ouais, religieuses, ou très ou austères, ou bon, voilà, un peu tous ces adjectifs-là, une d'elles va venir la voir, lui dire « Qu'est-ce que tu fais là, machin, tu reviens ?» Va la ramener dans la maison et va lui dire « Le repas est prêt, mais comme tu n'y as pas participé, tu ne peux pas le manger. » Et donc, elle l'envoie dans sa chambre, voilà, et de là, en fait, on commence à comprendre la personnalité d'Olivia, qui est un peu rebelle sur les bords, qui du coup cache son petit sourire en coin. Elle n'en a rien à faire de cette fête privée de repas, parce qu'elle, en fait, elle va aller chaparder dans les chambres justement des matrones. Elle dit chacune a ses petits péchés mignons secrets, et elle va aller réussir à prendre des cookies, je crois, et une clémentine ou une mandarine. Voilà, et se réfugier dans sa chambre et aller manger en fait son butin comme ça. Et c'est là où on commence à comprendre, elle commence à nous raconter son histoire. Et là, elle revient en nous disant « Je vois la chose morte sur le lit de Clara. » Et là, j'étais là. Attends. Elle me parle, elle voit une chose morte dans le petit jardin. Et là, elle voit une chose morte sur le lit de Clara. Et j'étais là, mais quoi? Et en fait, elle dit « Mais je sais que elle ne peut pas... je peux la voir, mais... et c'est là qu'elle prononce leur nom. Elle dit « Je peux la voir, je peux la regarder. Mais par contre, ce qui est drôle avec les ghouls... »
donc ce sont des ghouls, c'est que elles veulent être vues, mais dès que vous gardez le regard sur elles, elles ne peuvent pas le soutenir en fait. Et alors, moi j'étais là, les ghouls, attends, c'est quoi ces créatures, les ghouls? Ça me disait un truc vague, je savais que c'était un truc un peu dégueu. Et donc en fait, les ghouls, ce sont des sortes de petites... enfin, vous voyez un peu de Chucky là? Bah, ça ressemble un peu à ça, quoi. C'est des sortes de créatures à forme humaine, mais monstrueuses. Des fois, ils ont la bouche arrachée, ou ils ont un œil en moins, ou ils ont, vous voyez, ils ont des caractéristiques physiques très flippantes. Et donc, en fait, on comprend que Olivia voit des choses que les autres ne voient pas. Et ce qui peut, du coup, ce qui commence à faire avec les petites phrases dont je vous ai lues. Les ombres ne sont pas réelles. Les rêves ne peuvent pas te blesser. Donc j'étais là, ok, donc c'est une fille qui a a priori un don ou un pouvoir particulier. Elle voit des créatures qu'elle appelle les choses mortes, les ghouls, que les autres ne voient pas. Et là, elle nous raconte un petit peu son histoire, comment elle a atterri dans cette maison. Elle nous dit que son père est mort d'une maladie quelques semaines avant sa naissance et que sa mère était folle de chagrin et que du coup, elle ne savait pas quoi faire et elle l'a placée dans cette espèce d'orphelinat, voilà, qui leur apprend dans cette école à devenir des servantes puisqu'ils considèrent qu'elles seront bonnes qu'à faire ça puisque personne ne veut d'elles, quoi. Et en fait, on apprend cette histoire par le journal que la mère d'Olivia lui a transmis, enfin a laissé avec elle, du coup je suppose, quand elle l'a déposée à l'âge de 2 ans devant la porte de cette maison. Et en fait, donc elle lit le journal de sa mère, qui est la seule chose un peu qu'elle a avec elle, voilà, et qu'elle sait de son histoire. Et dans ce journal, ça commence par des lettres qui sont adressées à son père. Puis, au fur et à mesure, on sent qu'elle devient de plus en plus malade de façon, vous savez, mentale. Elle a des... Enfin, sa façon d'écrire, ils disent mental illness, donc oui, comme maladie mentale, ou vous voyez, je sais pas comment on peut dire en français là. Et donc, en fait, au fil des pages, Olivia voit les lettres se dégrader et devenir un peu plus farfelues les unes que les autres, jusqu'à la dernière lettre, où elle s'adresse à sa fille. Et en fait, dans la fin de la lettre. La fin de la lettre se termine par ça. En fait, ces mots-là, que je vous ai lus là, les ombres ne sont pas réelles, les rêves ne peuvent pas te blesser, tu seras en sécurité aussi longtemps que tu resteras éloigné de Galante. Donc, ce qui veut dire que, en fait, sa mère avait potentiellement le même don qu'elle de voir les ghouls et autres, ce qu'ils peuvent appeler les ombres, enfin je suppose du coup, parce que ça fait quand même le lien. Donc sa mère a commencé à écrire son journal au début de la mort de son père, puis c'est passé 2 ans où elle est devenue de plus en plus... voilà, où ça est devenu de plus en plus compliqué mentalement pour elle de garder le cap, jusqu'à 2 ans plus tard où elle a déposé donc Olivia devant cette maison et a priori elle lui a laissé ce journal. Et alors, du coup on sait ça, ok. On sait aussi pourquoi au début du roman on nous dit elle s'est, vous savez, je vous ai dit, elle s'est brûlée dans la cuisine, elle est partie en courant et les autres filles se sont moquées d'elle en disant bah, elle n'a pas pu se faire si mal que ça, aucun son n'est sorti de sa bouche de toute façon. Et en fait, du coup, Olivia nous raconte une scène qui s'est passée où à un moment, les filles qui la maltraitent un peu lui avaient piqué le journal de sa mère, qui est ce à quoi elle tient le plus, puisqu'il ne lui reste vraiment que ça d'affaires personnelles, de son histoire. Elle lui pique le journal, elle rit entre elles, ah, tu le veux, demande-moi poliment si tu veux le récupérer. Et là, en fait, elle n'arrive pas à articuler un mot, et les filles commencent à déchirer les pages du journal. Et ça rend Olivia folle de rage. Elle s'en prend à elle physiquement, elle essaye de l'étrangler. Et en fait, elle nous dit qu'au moment où où les filles demandent à Olivia, demande-moi le gentiment, etc. Olivia sent ses mâchoires se cliquer, se clipser, se bloquer. Et à partir de ce moment-là, plus aucun son n'a réussi à sortir de sa bouche. Donc on apprend que du coup, elle est a priori devenue muette à ce moment-là, si j'ai bien compris. Elle ne l'était pas avant, je pense, par ce traumatisme de voir ce journal
son bien le plus précieux, déchiré, malmené, qu'on lui prenait. Et donc, elle s'est jetée sur la fille, machin. Une matrone est arrivée, les a séparés. Et Olivia, qui est un peu particulière, on l'a compris, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a attendu que tout le monde s'endorme. Et le soir, elle est descendue dans le cellier, elle a pris un bocal vide, elle l'a rempli d'araignées, d'insectes, de toiles d'araignées, de poussière, non, de cendres, etc. Elle a bien mélangé, elle a fait une bonne mixture. Et ensuite, elle est allée le verser dans son sommeil sur la tête de la fille qui lui avait pris le journal. Donc c'est la fameuse Clara, je pense. Qui s'est levée en hurlant et machin. Olivia avait eu le temps de se recoucher dans son lit le temps que la matrone arrive en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'Olivia l'a regardé Clara d'un air mauvais, lui disant oui c'est bien moi qui t'ai fait ça, tu ne me referas plus jamais ce coup avec le journal. Et depuis ce jour, les filles ne lui parlent vraiment plus. Déjà qu'elle était le vilain petit canard machin, depuis ce jour-là elle l'est restée. Mais en fait, Olivia répète, je sais qu'elles ont peur de moi, je sais qu'elles ont peur de moi, et ça l'arrange bien, ça m'arrange bien qu'elles me fichent la paix. Et donc voilà, et Olivia se décrit, elle dit, elle m'appelle le fantôme, je crois, et notamment pour mon apparence, parce que voilà, j'ai la peau très pâle, elle est, d'après ce que je comprends, assez maigrelette, avec des cheveux noirs, etc. Donc voilà. Et donc, on en est là, jusqu'au moment où, à la fin du 3e chapitre, la matrone en chef, entre guillemets, la directrice, la convoque dans son bureau pour lui dire « Bon, mais Olivia, tu es là depuis longtemps maintenant, blablabla, tu sais, c'est compliqué pour une personne comme toi, en gros muette et avec un sale caractère, de trouver une place dans ce monde. Tu aurais pu être, elle lui dit, ou c'est Olivia qui le pense, je crois. Olivia pense, oui, en gros, j'aurais pu être la femme refilée comme un trophée, elle dit comme un prix, le cochon d'un prix. Vous savez, dans les prix, souvent aux États-Unis ou quoi, quand il y a des sortes de fermes, pas de fermes, mais on le voit dans le film, vous savez, le cochon, là, le vieux film. Il y en a deux, il y a Rudy, je crois que c'est dans Rudy, où les enfants vont à une sorte comme de kermesse, et le premier prix c'est un porcelet en fait, ils vous donnent un cochon. Et donc elle dit, en gros vous êtes refourgué, dans cette maison, si vous avez un peu de chance, vous êtes refourgué à un vieux mari, bien plus vieux que vous, machin, comme un trophée, comme un cochon en trophée. Mais moi, avec mon caractère, ça n'aurait pas été possible, parce que personne n'aurait voulu de mon caractère trop rebelle et trop, voilà, tempéré. Non, justement, son tempérament un peu trop fort. Du coup il me restait l'autre option qui était de devenir en gros servante pour une famille, mais là c'est mon incapacité à parler qui fait que personne ne veut de moi pour ce rôle non plus, parce qu'on me prend pour quelqu'un de simple d'esprit. Vous voyez, si je parle pas, les gens me prennent pour une simple d'esprit, alors qu'ils ne savent pas à quel point ils ne connaissent pas, enfin ils n'entendent pas les hurlements que j'ai à l'intérieur de mon corps, mais qui n'arrivent pas à franchir la barrière de mes lèvres. Et donc elle s'imagine les pires scénarios, elle commence à se dire ok, qu'est-ce que je vais faire, comment je peux faire, on va me mettre dehors, il faut que je trouve une solution. Elle commence à réfléchir vite dans sa tête pour essayer de trouver vite une solution, parce qu'elle sent qu'on va la foutre dehors de cette maison. Et en fait la directrice lui dit mais regarde, tu as reçu une lettre, finalement c'est ton jour de chance, c'est le destin est enfin en ta faveur. Elle lui tend la lettre. Au début, Olivia est frustrée parce que l'enveloppe est ouverte et elle comprend que la lettre qui lui était destinée avec son nom sur l'enveloppe a été déjà ouverte et lue précédemment. Et puis rapidement, la curiosité l'emporte. Elle la lit et il se trouve que c'est une lettre de son oncle, qu'elle ne savait pas qu'il existait, qui lui disait « Olivia, j'ai envoyé cette lettre par milliers partout dans le pays. J'espère que cette lettre-là sera celle qui arrivera enfin jusqu'à toi. » Et en l'occurrence, c'est le cas. Je pense que, j'ai de fortes raisons de penser qu'au jour où j'écris ces mots, ta mère est morte, donc la sœur donc, de cette personne, puisque c'est l'oncle d'Olivia. Mais j'ai bon espoir que toi, tu sois toujours en vie. Si tu lis ces mots, sache que tu n'as jamais été abandonné, tu as toujours été aimé, tu as toujours été voulu. Tu fais partie de notre famille. Si tu lis ces lettres et qu'on parvient à te retrouver, viens à la maison, tu seras accueilli à bras ouverts, on a toujours cherché à te retrouver, etc. Et à la fin de la lettre se termine en disant « Rentre à la maison, nous t'attendons à Galante ».
donc le titre du roman, est donc exactement ce que sa mère lui a dit. Tu seras toujours en sécurité aussi longtemps que tu te tiendras éloigné de Galante. Et donc là, elle comprend que sa famille l'appelle, appelle à ce qu'elle les rejoigne, dans l'endroit où sa mère lui a toujours défendu d'aller, sans qu'elle sache pourquoi sa mère lui a conseillé de ne jamais s'en approcher. Et donc là, évidemment, Olivia est tiraillée à la fin de ce chapitre 3 en se disant « Maman avait sûrement de très bonnes raisons de ne pas vouloir que j'y aille, puisque dans la lettre que sa mère lui adresse à la fin du carnet, une seule, puisque toutes les autres sont adressées à son père, à son amour perdu, on voit qu'elle aime sa fille. Elle lui dit « Je suis désolée, Olivia, je ne veux pas t'abandonner, je ne sais pas quoi faire d'autre, etc. » Et à la fin, elle lui dit « Les ombres ne sont pas réelles, les rêves ne peuvent pas te faire de mal. » Donc, les ghouls, en l'occurrence, que sûrement sa mère voyait aussi, reste très éloignée de Galante. Et là, évidemment, pour Olivia, c'est compliqué parce qu'en gros, la maison la fout un peu dehors en disant « Tu as de la famille, dégage d'ici, on ne te veut plus, merci pour le boulet qui s'enlève de notre cheville. » Et en même temps, du coup, Olivia, elle se dit « Moi, j'ai pas trop le choix parce que j'ai que cette maison où aller, sinon je suis à la rue. Et en plus, même si maman m'a dit que je ne devais pas y aller, que je devais m'en tenir éloignée, sans me dire pourquoi, donc où ça entretient cette petite frustration, cette petite curiosité, et elle se dit, vous savez comment c'est, il faut que j'aille, il faut que je découvre, déjà c'est le seul endroit où je peux aller, et en plus il faut que je comprenne pourquoi, en fait, pourquoi maman me dit que je ne dois pas aller là-bas alors que c'est ma famille. Et donc j'en suis là, donc vous voyez qu'en 3 chapitres, il se passe énormément de choses, et en fait, vous savez, je vous avais montré qu'il y avait des illustrations déjà, et aussi des pages grises comme ça, et en fait, les pages grises, ça représente les bribes du journal de sa mère qu'on lit, en fait, que finalement que Olivia nous montre, enfin, que nous en tant que lecteurs on a accès, on peut voir une page et lire une page du journal de sa mère. Donc il y a, voilà, les pages du journal sont disséminées on voit qu'il y a des pages grises un peu partout, puis il y en a beaucoup à un endroit où on va lire une grosse quantité de pages du journal visiblement. Et j'en suis là. Donc déjà ce que j'aime beaucoup c'est que l'histoire super mystérieuse me hype beaucoup, les espèces de pouvoirs dont d'Olivia à voir ces fameuses ghouls que les autres ne voient pas, etc. On se demande mais pourquoi, ok, l'autrice elle nous emmène nous avec ça. Donc c'est un peu une enfant particulière, donc voilà, ça attise l'attention. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les chapitres sont courts, et pour autant, donc vous avez vraiment une impression d'avancer dans le roman, c'est cadencé. Et en plus, vous avez vu tout ce que je vous ai raconté là, en juste 3 chapitres et une pseudo-intro qui dure qu'une page couleur noire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, on perd pas de temps. On n'est pas directement dans l'action, donc on comprend, on nous introduit les personnages un par un, on comprend qui est qui fait quoi, qui truc. Mais en même temps, ça avance, ça déroule. Ok, on n'est pas là pour enfiler des perles. Le roman fait que 300 pages, je crois. Et donc, on sait, ouais, un peu plus, 337, 340 pages. Et on comprend dès le début que ça va avancer là. Ça va avancer. Donc, voilà, moi, j'aime trop. En 3 chapitres, je vous ai raconté plein de trucs. On sait où elle est, pourquoi elle est là, dans quelle ambiance elle vit actuellement, quelle est son histoire passée, celle de ses parents, quelles embrouilles elle a déjà eu avec les gens de la maison et pourquoi du coup, et quelles relations, comment sont ses relations actuellement. On sait plein de trucs. On sait plein de trucs en 3 chapitres de quelques pages chacun. Je trouve, enfin oui, 3 chapitres, ça m'a pris une trentaine de pages. Ouais, page 33, il démarre le 4e chapitre. Donc, pour l'instant, je suis conquise, autant par l'objet livre que je trouve absolument superbe. Donc, voilà, c'est les hardcovers anglophones, voilà, pour moi, c'est du kiff en barre. Je sais pas comment dire, en fait, je sais pas. C'est du kiff, en fait, c'est juste... tu peux pas tester. L'objet, l'histoire qui déroule, les mystères, c'est clair, net, précis, t'avances, t'es curieux. Voilà. Pour l'instant, j'aime trop. J'en suis qu'à 10% du livre. Je vous en raconterai pas autant sur la suite parce que je veux pas vous spoiler. Là, je vous ai raconté un peu la mise en bouche pour vous donner envie puisque je ne savais pas de quoi ça parlait. Et même là, à 10% du livre, enfin à 3 chapitres, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de lire le résumé pour savoir qu'est-ce qui va se passer après et tout. Mais je veux surtout pas me spoiler. Et je sais que souvent dans ces résumés,
il vous raconte des trucs qui vont se passer limite jusqu'au milieu du livre. Et moi, je suis en mode, ben là, non, j'ai plus envie de lire toute la première partie si je sais déjà tout ce qui va se passer. Ça vous enlève complètement à la découverte, je trouve. Donc, sur les romans de fantasy, de façon encore plus que les autres, souvent, je ne lis pas, enfin, je lis rarement les résumés, ou alors comme ceux de l'intégrale où vous avez un résumé de l'histoire globale, de l'ambiance globale du début et comment dire, de la problématique du héros et point. Vous savez pas ce qui va se passer, ça vous dit pas. Elle va rencontrer, tu sais, des fois il y a tel personnage s'appelle comme ça, il est comme ci, il a eu telle histoire, il va rencontrer telle personne qui va lui dire tel truc et qui va l'amener à faire telle chose. Bah déjà là, tu m'as emmené à la moitié du roman là, en fait, ça va pas ce genre de résumé, je déteste ce genre de résumé. Voilà, et donc, je n'ai pas voulu en lire plus, je suis très contente de ne pas le faire. Là, pour le coup, j'ai très hâte de continuer, même si j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Donc, je vais essayer de continuer ce soir. Et voilà, je vous en reparle quand j'avance un peu de façon plus aérée que ce que je viens de vous dire. Là, je vous ai fait vraiment tout le topo. J'avais vraiment envie de vous raconter ce que j'avais lu, ce que j'avais découvert et tout. Et le fait de le lire en anglais, en plus, je trouve que ça donne aussi une autre ambiance parce que quand vous lisez pas dans votre langue maternelle, ça vous transporte aussi dans une sorte d'autres sentiments, d'autres perceptions, parce que les mots n'ont plus les mêmes saveurs, plus la même sonorité, plus la même perception dans votre esprit. Ils veulent dire des choses pas différentes, mais oui, il y a des mots qui englobent des choses plus larges en anglais qu'en français. Du coup, vous avez comme une sorte vraiment de... Vous savez vraiment qu'est-ce qu'a voulu dire l'autrice, et vous voyez. Voilà, je trouve que c'est le combo parfait. Cette lecture, je suis là très contente de l'avoir commencé. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer après. Et voilà, ça clôture ce bout de vlog. Ah non, juste je vous montre, parce que ça fait déjà 1h20 comme d'habitude, je vous montre les dernières nouveautés que j'ai fait hier et avant-hier sur Muse, puisque je n'ai pas pu vous les montrer dans le précédent vlog. Et ensuite on clôture là. Et voilà, et les nouveautés de ce soir et la suite de mes petites aventures livresques, vous les verrez dans les prochains vlogs. On y va, on regarde les nouveautés avant de se quitter? Allez! Et nous voilà donc sur le site pour découvrir les petites nouveautés des 2 derniers jours. Sur le même modèle un petit peu que vous savez, le t-shirt femme de lettres que vous avez dû voir passer plusieurs fois. J'ai fait la librairie, c'est la vie. Alors là, on ne voit pas en entier, je vais vous montrer. Là, vous voyez la version brodée qui est disponible aussi en plusieurs couleurs et la version imprimée. Hop là, montre-nous ce que ça donne. Portée, et voilà. Alors, c'est pas cool? La librairie, c'est la vie. Évidemment, t-shirt inspiré de mes derniers petites escapades en librairie que je vous ai filmé dans le vlog précédent. Voilà, parce que, en fait, je peux pas dire mieux. La librairie, c'est la vie. Sauf pour le banquier. Enfin, le banquier. Votre compte en banque, quoi. Et le mien. Voilà, vous avez la version brodée qui est donc identique avec les mêmes couleurs. Donc blanc brodé rouge. En plus de loin ça fait un peu la forme d'un cœur plus ou moins. J'aime bien. Gris brodé bleu. Noir brodé blanc. Gris anthracite brodé blanc. Et bleu marine brodé blanc. Donc ça c'est les nouveautés de hier soir. Et les nouveautés d'avant-hier, c'est celle-ci, fiancée à ma bibliothèque. Avec une police d'écriture très calligraphie, vous savez, enlevée quoi. J'allais faire la mise au point en cliquant sur mon écran d'ordinateur, n'importe quoi. Et donc, voilà ce que ça donne. Et pareil, vous avez toujours plusieurs coloris en gris. Coloris, je prends toujours les mêmes, ceux que vous aimez bien. Noir, gris anthracite et bleu marine. Voilà, voilà. Sachant que celui-là, vous l'avez en t-shirt. Donc celui d'hier, c'est que t-shirt. Et les nouveautés d'avant-hier, fiancée à ma bibliothèque, vous avez aussi la version mug. Cette mise au point, c'est juste mug. Tote bag qui existe aussi en version beige. Et le coussin pour votre coin lecture. C'est parfait pour poser sur un petit, comment on dit, un petit fauteuil du coin lecture. Avec un côté noir,
enfin blanc sur noir, et un côté noir sur blanc. Voilà, vous avez les deux côtés du coussin sur le même coussin, donc vous achetez un seul coussin, vous pouvez mettre un cousse-côté, suivant votre déco. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Mon trépied et mon siège vous saluent, tout autant que moi. Voilà, j'espère que les petits livres que j'ai pu vous présenter vous ont donné envie. Voilà, peut-être qu'ils se sont ajoutés à votre wishlist qui n'avait pas besoin de moi pour être rallongé. Mais bon, il n'y en a jamais trop, n'est-ce pas? Et puis, je vous dis à très vite. Les travaux là qui nous ont réveillés en fanfare ce matin. Je vous dis à très vite dans un prochain petit vlog devant cette bibliothèque ou autre. Et je vous dis à très vite mes girls. Bye bye.